Je m'appelle Harrison. J'ai 32 ans. Depuis 5 ans, j'ai financé toutes les vacances de luxe, tous les dîners coûteux et toutes les lubies financières de ma famille, pour seulement découvrir qu'ils se moquaient de moi dans mon dos, me considérant comme leur distributeur de billets personnels. Pendant que je travaillais des semaines harassantes de 80 heures, sacrifiant ma propre vie, ma propre jeunesse et ma propre santé mentale pour leur assurer un confort, mes propres parents ont lu un message me qualifiant de vache à lait et ont ri. Ils ont laissé passer ça comme si mon seul but sur cette terre était de financer leur style de vie somptueux. Mais il y a une chose qu'ils ne savaient pas. Un détail massif et catastrophique qu'ils ont complètement négligé dans leur arrogance. La belle et grande maison de banlieue dans laquelle ils vivent. Les voitures de luxe qu'ils conduisent en ville pour se pavaner devant leurs amis. Tous les biens immobiliers dont ils se vantent lors des réunions de leur association de propriétaires. Tout cela m'appartient légalement. Jusqu'à la moindre brique. Et en ce moment même, ils me supplient à genoux de ne pas les mettre à la rue. Avant que je vous raconte exactement ce qui s'est passé et comment j'ai fait s'effondrer tout leur château de cartes. Cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où ce cauchemar absolu a vraiment commencé. C'était un mardi soir, lorsque l'illusion de ma famille parfaite et aimante s'est finalement brisée en 1 million de morceaux irrécupérables. Je me souviens de la température exacte de la pièce. J'étais assis seul dans mon appartement du centre-ville faiblement éclairé, le genre d'endroit stérile, calme et ridiculement cher que l'on n'utilise que pour dormir et se doucher lorsque votre carrière exige tout le reste de vous. Les lumières de la ville de Chicago clignotaient derrière mes baies vitrées, mais j'étais entièrement concentré sur la lueur blanche et crue de l'écran de mon téléphone. Je fixais la conversation de groupe de la famille, mes yeux brûlants de fatigue, lisant le même message encore et encore jusqu'à ce que les mots perdent tout leur sens. Il venait de ma mère, Sylvia. Elle demandait $5 000 supplémentaires pour surclasser leurs prochaines vacances en famille aux Bahamas d'une suite standard à une villa privée en bord de mer. Elle n'a pas demandé si j'avais l'argent. Elle n'a pas demandé si j'allais bien ou si j'avais des projets pour mes propres congés. Elle a présenté la demande comme une nécessité médicale et émotionnelle absolue, affirmant que ses articulations avaient besoin de la brise marine directe et que mon père, Richard, avait été incroyablement stressé dernièrement et avait besoin de plus d'espace pour se détendre. Elle a terminé le message par un rappel désinvolte, presque écœurant de douceur, que je venais de recevoir ma prime de salaire annuel, donc transférer les fonds ne devrait pas être un problème pour moi. Je n'ai pas répondu immédiatement. L'épuisement dans mes os était trop lourd. Au lieu de cela, j'ai fait défiler vers le haut. J'ai passé des mois et des mois de demandes similaires et incessantes. De l'argent pour un nouveau chauffe-eau parce que l'ancien faisait un bruit bizarre. De l'argent pour les réparations de voitures inattendues de mon frère aîné, Julien, encore une fois. De l'argent pour des dîners de Thanksgiving extravagants qu'ils insistaient à organiser pour impressionner nos parents éloignés. Des dîners dont j'avais à peine le droit de profiter parce que j'étais toujours légué dans un coin, occupé à répondre à des emails de travail urgents juste pour que les salaires continuent d'arriver. J'avais toujours dit oui, à chaque fois. J'avais toujours ouvert mon application bancaire et transféré les fonds sans y penser à 2 fois. Je croyais sincèrement que subvenir aux besoins de ma famille était le signe ultime d'un homme qui a réussi. Je croyais qu'en signant ces chèques, en étant celui sur qui on peut compter, je gagnais enfin le respect, la validation et l'affection inconditionnelle qui avaient toujours été exclusivement réservées à Julien, l'enfant chéri incontesté de notre famille. Mais ensuite, mon pouce s'est arrêté de bouger. Il planait au-dessus d'un message envoyé quelques jours auparavant. Ce n'était pas dans la conversation de groupe principale. C'était une capture d'écran d'une conversation parallèle que mon jeune cousin Félix m'avait envoyée en privé. Félix était un bon garçon, un étudiant qui semblait toujours mal à l'aise avec la façon dont la famille me traitait. Il avait envoyé la capture d'écran par pure culpabilité, ajoutant une petite note qui disait « Je pensais que tu devrais savoir comment il parle quand tu n'es pas là. Je suis désolé, Harrison. » Le message dans la capture d'écran venait de mon oncle Bernard. Bernard était un homme qui n'avait absolument rien apporté à la société. Un homme qui avait dilapidé son propre héritage il y a des années et passait maintenant ses journées à offrir des conseils financiers non sollicités à quiconque voulait bien l'écouter. C'était un parasite professionnel. Dans cette conversation parallèle, qui incluait mes parents, Julien et quelques autres parents, ils discutaient du voyage aux Bahamas. Quelqu'un avait mentionné que le surclassement de la villa était incroyablement cher. Et là, il y avait la réponse de Bernard,
immortalisé en noir et blanc. Ne vous inquiétez pas pour les frais de surclassement. Harrison ne verra pas d'inconvénient à payer pour celui-ci non plus. Il a toujours été notre vache à lait. Ah! Les mots « vache à lait » m'ont frappé comme un coup physique à la poitrine. L'air a quitté mes poumons. Ma vision s'est même brouillée une seconde. Mais ce qui m'a complètement détruit, ce qui a atteint ma poitrine et arraché mon cœur, ce n'était pas la tentative d'humour de mauvais goût et sans classe de l'oncle Bernard. C'étaient les deux petites icônes de réaction juste en dessous de son message. Un pouce levé de mon père. Un visage riant de ma mère. Mes propres parents, les gens pour qui je me cassais littéralement le dos, les gens pour qui j'ai sacrifié ma vingtaine. Ils me voyaient réduit à du bétail. Ils me voyaient comme un portefeuille ouvert, un distributeur de billets ambulants, un imbécile à traire jusqu'à la dernière goutte. Et leur réaction immédiate a été de rire. Ils ne m'ont pas défendu. Ils n'ont pas dit à Bernard de montrer un peu de respect pour l'homme qui finançait toute leur existence. Ils étaient d'accord avec lui. Ils ont célébré l'insulte. Je suis resté assis là, dans le silence absolu de mon appartement, sentant une sensation froide et creuse se répandre dans mon estomac, gelant mon sang. Le silence était assourdissant. J'ai réalisé à cet instant dévastateur que je n'avais pas de famille. Je n'en ai jamais eu. J'avais un conseil d'administration, et j'étais simplement l'investisseur principal qu'ils escroquaient activement et malicieusement. Tout ce que j'avais construit avec eux était un mensonge. Les sourires, les câlins, les discours, nous sommes si fiers de toi, fiston. Tout cela n'était qu'une performance pour que les virements directs continuent d'affluer. J'ai regardé à nouveau le message de ma mère demandant le surclassement de la villa à 5000 $. Mon pouce planait au-dessus du clavier, l'habitude profondément ancrée, la réponse traumatique de taper, bien sûr, maman. Je l'envoie tout de suite, lutter violemment contre la rage brûlante et acide qui montait dans ma gorge. Je voulais crier jusqu'à ce que mes cordes vocales se cassent. Je voulais conduire jusqu'à leur maison, défoncer la porte d'entrée et exiger de savoir pourquoi mon amour ne valait que le montant en dollars qui y était attaché, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une profonde et lente inspiration, aspirant l'air froid dans mes poumons. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé face contre la table basse en verre. Je suis resté assis dans le noir et j'ai laissé la réalité m'envahir, complètement sans filtre. La colère s'est lentement cristallisée en quelque chose de beaucoup plus dangereux, de beaucoup plus permanent, s'est transformée en une clarté absolument glaçante. J'en avais fini d'être la victime. J'en avais fini d'être la vache à lait. Mais je savais que leur couper les vivres simplement nécessitait un plan méticuleusement calculé. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que réaliser qu'ils ne m'aimaient pas était le fond du baril. J'avais tellement tort. En repensant à notre histoire, j'ai réalisé que la manipulation était bien plus profonde et que la guerre imminente allait être brutale. Pour vraiment comprendre comment je me suis laissé devenir la banque de la famille, il faut comprendre la dynamique tordue et toxique de mon enfance. Julian était la star. Il était le quarterback du lycée, le charmeur charismatique, le garçon au sourire à $1 million qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit dans sa vie. C'était celui que mes parents exhibaient fièrement en ville, le montrant aux voisins comme un trophée. Moi, d'un autre côté, j'étais le gamin discret en arrière-plan. J'étais celui qui construisait des ordinateurs dans sa chambre, étudiant jusqu'à ce que mes yeux saignent, essayant de me forger un avenir parce que je savais que personne ne me le donnerait sur un plateau. Quand Julian a échoué sa première année d'université parce qu'il passait tout son temps dans les soirées de fraternité, mes parents ne l'ont pas puni. Au lieu de cela, ils ont vidé leurs économies et liquidé son fonds d'études pour le sortir de son bail, payer ses cartes de crédit et l'installer dans un tout nouvel appartement cher plus près de la maison pour qu'il ne se sente pas dépassé. Quand j'ai été accepté dans un programme d'ingénierie de premier plan 2 ans plus tard, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai demandé s'il pouvait m'aider avec la compte initiale des frais de scolarité. Mon père m'a regardé par-dessus son journal, complètement indifférent, et m'a dit que je devais apprendre la valeur de l'argent. J'ai contracté d'énormes prêts étudiants. J'ai travaillé de nuit chez Walmart, remplissant les étagères à 3 heures du matin juste pour payer mes manuels et mes nouilles instantanées. Ils m'ont dit que ça forgeait le caractère. Je les ai crus. Je croyais réellement qu'ils me rendaient service en me laissant lutter. 10 ans plus tard, la situation s'était complètement, dramatiquement inversée. Julian passait d'une start-up ratée à une autre, comptant constamment sur mes parents pour des aides financières. Pendant ce temps,
j'ai décroché une énorme promotion qui a défini ma carrière dans une grande entreprise de logiciels. Mon salaire a grimpé en flèche pour atteindre le centile supérieur. J'ai reçu des options d'achat d'actions, des primes, tout le package d'entreprise. Pour la première fois de ma vie, j'avais de l'argent réel, substantiel, indéniable. Et comme un imbécile absolu, cherchant désespérément l'approbation qu'il n'a jamais eue enfant, j'ai commencé à le dépenser pour eux. Ça a commencé petit, assez insidieusement pour que je ne voie pas le piège se refermer sur ma cheville. J'ai invité toute la famille à un somptueux dîner de Thanksgiving dans un steakhouse haut de gamme du centre-ville. On parle de côte de bœuf vieillie à sec, de truffes, la totale. Quand l'addition astronomique est finalement arrivée, j'ai nonchalamment sorti ma carte de platine d'entreprise de ma veste de costume et l'ai posée sur la table. L'expression de fierté authentique et non dissimulée sur le visage de ma mère était comme une drogue injectée directement dans mes veines. Mon père a même souri, s'est penché et m'a tapé sur l'épaule. Pour cette seule nuit, pour ces 2 heures fugaces, j'étais le héros. J'étais le fils dont ils étaient fiers. Julien n'était que le type assis de l'autre côté de la table, bouillonnant silencieusement d'envie, fixant son verre de vin vide. Ce seul dîner a créé un précédent. Bientôt, les petites faveurs se sont transformées en attentes démesurées. Quelques centaines pour les courses ici, couvrir une petite facture médicale là. Puis est arrivé le premier voyage aux Bahamas. Ma mère m'a appelé un dimanche après-midi, la voix pleine de fausses larmes, pleurant sur le fait que la famille se déchirait, que tout le monde était si stressé et que des vacances en famille arrangeraient tout. Elle a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre, mais elle savait que je m'en sortais si incroyablement bien. Tu as été si béni, Harrison, ronronnait-elle au téléphone. Cela signifierait tellement pour nous. J'ai payé les vols. J'ai payé l'hôtel. J'ai payé les excursions de plongée. Je me suis dit que c'était normal. La famille s'entraide, non? C'est ce que font les gens bien. Mais les demandes n'ont jamais cessé. Elles sont seulement devenues plus audacieuses. L'exemple le plus flagrant, celui qui aurait dû me réveiller, était l'anniversaire de mon père il y a 3 ans. Son vieux camion est finalement tombé en panne, et il a passé des semaines à se plaindre bruyamment à chaque réunion de famille de son mal de dos à cause de la conduite de voitures de location bon marché et inconfortable. Il m'a traîné chez un concessionnaire de luxe un samedi après-midi, prétendant qu'il voulait juste regarder. Je me souviens de l'odeur de la salle d'exposition, des sols polis immaculés, et de la façon dont le vendeur au costume sur mesure m'a regardé droit dans les yeux, sachant instantanément qui détenait le pouvoir et les cordons de la bourse dans cette dynamique. Nous nous tenions devant une Porsche Macan neuve, entièrement équipée. Mon père a passé la main sur le capot lisse, me regardant avec ses yeux tristes, suppliants et calculateurs. Il n'a pas demandé. Il a juste soupiré lourdement et a dit, « Ce serait bien d'avoir quelque chose de fiable pour une fois dans ma vie. » Je l'ai acheté. Je me suis assis dans ce bureau vitré, j'ai signé les papiers et j'ai payé comptant. Le titre de propriété et l'immatriculation sont restés à mon nom pour des raisons d'assurance, ce qui était une démarche financière standard. Mais je lui ai remis les clés là, sur le sol de la salle d'exposition. Il m'a serré dans ses bras, m'a appelé un bon fils, et est parti. En un mois, la gratitude s'est complètement évaporée. Il a cessé de me remercier pour la voiture et a commencé à se plaindre activement du coût de l'essence super, s'attendant à ce que je couvre également ses frais de carburant. Il a même essayé de me faire culpabiliser lorsque la facture d'entretien annuelle est arrivée, glissant la facture sur la table de la cuisine et disant « Ta voiture a besoin d'une vidange, fiston ». Puis Julien a décidé qu'il voulait sa part du gâteau. Il ne supportait pas le fait que j'étais le pourvoyeur. Lui et son ami odieux et prétentieux, Simon, ont commencé à se joindre aux vacances familiales que je finançais entièrement. Ils traitaient les voyages comme une fête de fraternité tout frais payés. Ils commandaient des bouteilles de vin à $1000 sur mon compte au dîner. Ils réservaient des sorties de golf exclusives et chères et les facturaient à ma chambre. Chaque fois que j'essayais d'en parler, chaque fois que je montrais ne serait-ce qu'un soupçon de frustration, ma mère lançait ses classiques culpabilisations. Julien traverse une période difficile avec son divorce, Harrison, chuchotait-elle, la main sur mon bras. Il n'a pas ta chance. Il n'a pas ton intelligence. Tu dois partager tes bénédictions. Ne sois pas avide. L'argent change les gens. Ne le laisse pas te changer. J'ai ravalé ma frustration, refoulé mon ressentiment et continué à payer. J'ai continué à signer les reçus.
Le point de rupture absolu est arrivé au pire moment possible. Je venais de rentrer d'un voyage d'affaires exténuant de 2 semaines en Europe. J'avais à peine dormi, fonctionnant au café d'hôtel et à l'adrénaline, mais j'avais réussi à décrocher un contrat énorme pour mon entreprise. Mon patron, Grégory, un PDG dur et pragmatique qui faisait rarement de compliments, m'a même appelé dans son bureau. Il m'a regardé dans les yeux, m'a serré la main et m'a dit que j'étais l'atout le plus précieux de l'entreprise. Il me respectait. Il appréciait mes limites, mon intellect et mon travail acharné. C'était le contraste le plus saisissant et le plus douloureux avec la façon dont j'étais traité à la maison. Je suis entré dans mon appartement ce soir-là, complètement épuisé, traînant ma valise sur le parquet. Je n'ai même pas allumé les lumières. Je voulais juste tomber dans mon lit et dormir pendant une semaine. C'est alors que mon téléphone a vibré. C'est alors que j'ai ouvert le message de Félix. La capture d'écran. Vache à lait. Le pouce levé de l'homme à qui j'ai acheté une Porsche. Le visage riant de la femme dont je devais financer la villa en bord de mer. Voir ce message alors que je portais encore le costume froissé d'un travail qui payait littéralement toute leur existence a brisé quelque chose de fondamental en moi. Il a cassé le dernier fil de mon besoin désespéré de leur approbation. Les années d'abus financiers, la manipulation émotionnelle, le manque total de décence humaine de base ont défilé devant mes yeux comme une bobine de film. Je n'étais pas un fils pour eux. J'étais un plan de retraite 401K dont ils pouvaient retirer des fonds sans pénalité. J'étais le filet de sécurité qu'ils piétinaient joyeusement et malicieusement. J'ai réalisé que toute ma relation avec mes parents était une transaction froide et calculée, et la monnaie était mon respect de moi-même. J'ai fixé le plafond, sentant l'épuisement pur s'échapper de mes os, remplacé par une colère froide, calculatrice et terrifiante. Je pensais que fixer des limites serait une simple conversation, une mauvaise passe que nous pourrions surmonter en discutant. J'avais tellement tort. La vraie guerre, la bataille laide et vindicative pour ma liberté, ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur la ville, projetant de longues ombres sur mon appartement. Je n'avais pas dormi une seule minute. Je me tenais à l'îlot de ma cuisine, buvant mon café noir, sentant un calme étrange et creux s'installer en moi. Mes mains étaient parfaitement stables. La conversation de groupe de la famille était toujours active sur l'écran de mon téléphone. Ma mère avait relancé sa demande pour les $5000 tôt ce matin-là. Clairement impatiente, elle a ajouté quelques photos haute résolution de la luxueuse villa en bord de mer pour me tenter. Imagine les couchers de soleil, Harrison, a-t-elle écrit, ajoutant un petit emoji cœur. Nous avons vraiment besoin de ce temps de rapprochement familial. Fais-moi savoir quand le virement sera effectué pour que Julien puisse finaliser la réservation. J'ai posé ma tasse de café. J'ai ouvert la conversation de groupe, tapé dans la zone de texte et écrit la phrase la plus terrifiante et la plus libératrice de ma vie. Je pense qu'il est temps que vous vous en occupiez vous-même cette année. J'ai tout couvert ces dernières années et il est temps que vous mettiez tous la main à la poche. Je ne paie pas pour ce voyage. Je ne paie pas pour la villa et je ne peux pas continuer à faire ça. Débrouillez-vous. J'ai appuyé sur envoyer. Le silence qui a suivi était d'une perfection assourdissante. Pendant 2 heures angoissantes et glorieuses, mon téléphone est resté sur le comptoir en marbre, complètement sans vie. Personne n'a tapé, personne n'a appelé. Il n'y avait pas de confirmation de lecture, mais je savais qu'ils l'avaient vu. C'était l'équivalent numérique d'une bombe nucléaire larguée au milieu de leur salon. Je pouvais presque les voir assis sur le canapé en cuir cher que je leur avais acheté, fixant leurs écrans en état de choc absolu, essayant de traiter le fait horrible que le distributeur de billets venait d'avaler leurs cartes de façon permanente. Puis, exactement 2h14 plus tard, la tempête a éclaté. Mon téléphone a explosé. Il a vibré violemment contre le comptoir. Appel après appel, texto après texto, un barrage de panique et de rage. J'ai ignoré les 5 premiers appels, les laissant aller directement sur la messagerie vocale, écoutant la voix automatisée enregistrer calmement leur hystérie croissante. Finalement, j'ai décroché le téléphone et répondu à un appel de ma mère. Au moment où la ligne s'est connectée, la performance a commencé. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas demandé pourquoi j'avais pris cette décision ou si j'avais des difficultés financières. Elle s'est immédiatement lancée dans sa routine de larmes et de manipulation lourdement répétée. « Harrison, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Sa voix tremblait,
épaisse de chagrin artificiel et de panique à peine dissimulée. Comment peux-tu nous faire ça? Nous avons déjà dit à tout le quartier que nous allions à la villa en bord de mer. Tu veux nous humilier? C'est ça? Tu essaies de punir ta propre famille. J'ai agrippé le bord du comptoir, mes jointures devenant blanches. Maman, je n'essaie d'humilier personne. Je dis simplement que je ne paie pas pour ça. Je suis épuisé. Vous avez tous pris mon argent, mon temps et ma santé mentale pour acquis. Pour acquis, a-t-elle crié, abandonnant instantanément son jeu d'oiseau triste et blessé pour une rage purement venimeuse. Je t'ai porté pendant 9 mois. J'ai subi 30 heures de travail pour toi. Ton père s'est usé les doigts jusqu'à l'os pour garder un toit au-dessus de ta tête quand tu étais un garçon. La famille s'entraide, Harrison. Nous t'avons toujours soutenu. Et à la seconde où tu gagnes un peu d'argent, à la seconde où tu penses que tu es meilleur que nous, tu tournes le dos à ton propre sang. Tu es horriblement, dégoûtamment égoïste. J'ai fermé les yeux. L'audace de ces paroles m'a fait tourner la tête. M'ont soutenu. Ils ont vidé mon épargne pour payer les erreurs de Julien. Ils m'ont dit de prendre un travail au salaire minimum chez Walmart pendant que Julien recevait une voiture neuve pour son diplôme de fin de lycée. Je n'ai pas demandé à naître, maman, ai-je dit, ma voix baissant à un murmure dangereusement calme. Et je n'ai certainement pas demandé à être votre fonds de retraite. Ma réponse est non. Débrouillez-vous. Vendez les voitures si vous voulez tant aller à la plage. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient maintenant, non pas de peur, mais de la montée massive d'adrénaline qui vient lorsqu'on se défend enfin après une vie de soumission. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, l'identifiant de l'appelant affichait le nom de Julien. Je savais que ça allait être incroyablement moche, alors j'ai calmement appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon appareil secondaire avant de répondre à l'appel. Pour qui diable te prends-tu, a aboyé Julien à la seconde où j'ai répondu, sa voix empreinte de son arrogance et de son sentiment de droit caractéristique. Tu as fait pleurer maman, espèce de petit con arrogant. Tu penses que parce que tu as un travail de luxe dans la technologie et que tu portes des costumes chers, tu peux manquer de respect à cette famille. Je ne manque de respect à personne, Julien, ai-je répondu d'un ton égal, refusant de mordre à son hameçon. Je ferme juste mon portefeuille. Si le voyage est si incroyablement important pour toi et Simon, payez-le. Tu as 35 ans. Utilise ta propre carte de crédit. Julien a laissé échapper un rire amer et moqueur. Tu sais très bien que je ne peux pas me permettre cette vie-là. Allez, Harrison. Arrête de faire ta diva dramatique et transfère simplement l'argent. Tu gagnes ça en une semaine. Ne sois pas un radin. Tu gâches l'été de tout le monde. Non, ai-je dit fermement, le mot ressemblant à un mur de briques que je construisais enfin. Écoute-moi, petit nerf de la tech, a grondé Julien, son tempérament s'enflammant, son masque tombant. Tu dois envoyer cet argent tout de suite. J'ai déjà promis à Simon que nous y allions, et j'ai des obligations. Quelque chose dans son ton a attiré mon attention. C'était subtil, mais après des années de négociations d'entreprise, je l'ai reconnu instantanément. Une légère hésitation, une fissure dans son armure de tyran confiant. Des obligations, ai-je insisté, plissant les yeux, me penchant plus près du téléphone. Quel genre d'obligation, Julien? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne te regarde pas, a-t-il sèchement répliqué. Mais il parlait trop vite maintenant, sa respiration superficielle. Envoie juste les 5 000 pour la villa, plus les 3 000 habituels pour les frais de séjour et les chambres d'hôtel. C'est moi qui les réserve toujours, tu te souviens? Envoie-le simplement sur mon compte comme d'habitude. Laisse-moi m'occuper de la logistique. Mon esprit s'est emballé. Depuis 3 ans, Julien s'était généreusement porté volontaire pour s'occuper des réservations d'hôtel et des frais de séjour pour m'épargner des tracas. J'avais toujours viré le montant exact qu'il demandait sur son compte chèque personnel, supposant qu'il payait directement le complexe hôtelier. Je suis allé à mon ordinateur portable, j'ai ouvert mes relevés bancaires et j'ai rapidement consulté le site officiel du complexe où ils avaient séjourné l'année dernière aux Bahamas. J'ai vérifié leurs tarifs officiels pour les dates et les types de chambres exactes que nous avions utilisés. La prise de conscience m'a frappé comme un train de marchandises en fuite. J'ai fait le calcul dans ma tête, en fixant l'écran. Les tarifs que Julien m'avait cités, les montants que je lui avais fidèlement virés année après année,
était exactement le double du coût réel des chambres. Tu as détourné de l'argent, ai-je dit à voix haute, les pièces du puzzle s'assemblant avec une clarté écœurante. Tu m'as surfacturé les hôtels et empoché la différence. Depuis combien de temps, Julian? Depuis combien de temps voles-tu ton propre frère? Je ne vole pas, a-t-il crié, la panique s'insinuant dans sa voix, réalisant qu'il venait de se trahir. J'organise les voyages. Je fais le sale boulot. Considère ça comme des frais administratifs. Tu as tellement d'argent que tu ne remarques même pas quelques milliers de dollars par-ci par-là. Écoute, Harrison, je dois de l'argent à des gens, d'accord? De mauvaises personnes. Si je ne leur donne pas cet argent d'ici la fin du mois, ils vont me traîner en justice. Ils pourraient même s'en prendre à mon arrangement de garde avec mon ex-femme. Elle prendra les enfants. Harrison, tu dois m'aider. Tu ne peux pas les laisser ruiner ma vie. Il utilisait mon argent. Il utilisait les vacances familiales que je finançais comme un système de blanchiment d'argent pour payer ses dettes de jeux illicites. Tout en jouant le père de famille dévoué et attentionné devant nos parents. Le niveau de trahison, la tromperie calculée et pure était stupéfiante. Ça m'a coupé le souffle. Tu es seul, Julian, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Ne me demande plus jamais, jamais un centime. Et si tu essaies de me contacter, j'enverrai ces relevés bancaires directement à l'avocat de ton ex-femme. J'ai mis fin à l'appel et j'ai instantanément bloqué son numéro. Je suis resté dans ma cuisine, respirant lourdement, le silence de l'appartement m'oppressant. Les personnes qui étaient censées m'aimer le plus avaient orchestré une escroquerie massive sur plusieurs années pour vider mes comptes, et elles se sentaient entièrement justifiées de le faire parce que j'étais juste une vache à lait. Je pensais que découvrir leur vol m'apporterait un sentiment de paix, une conscience tranquille pour m'éloigner. J'avais complètement tort. La vraie guerre ne faisait que commencer, et ils étaient sur le point de sortir l'artillerie lourde. Les retombées de mon refus absolu furent rapides, brutales et très coordonnées. Mon père, Richard, qui préférait habituellement rester en retrait et laisser ma mère s'occuper du sale boulot émotionnel et des culpabilisations, est finalement monté sur le ring. Il n'a pas appelé. Il m'a envoyé un seul message texte menaçant qui est apparu sur mon écran comme un ordre militaire strict. Chez moi, demain soir, 19h précise. Tu te montreras et tu répareras ce manque de respect ou tu ne seras plus mon fils. C'était un coup classique de Richard. Ordonner, exiger et menacer de rompre les liens. Autrefois, un tel message m'aurait plongé dans une spirale de panique aveugle. J'aurais passé toute la nuit à faire les 100 pas, essayant désespérément de trouver comment ramper, comment m'excuser et comment réparer les choses pour ne pas perdre l'approbation de mon père. Mais cette fois j'ai lu le message, j'ai posé mon téléphone et je n'ai ressenti absolument rien d'autre qu'une détermination froide, dure et impénétrable. Ils avaient joué leur dernière carte, et elle était blanche. Le lendemain matin, je suis allé travailler. L'environnement de l'entreprise, habituellement une source de stress immense, me semblait un sanctuaire de logique et de raison comparé à ma famille. Je suis passé directement devant mon bureau et je suis entré dans le bureau d'angle de ma plus proche amie et collègue, Clara. Clara était une chef de projet senior, une femme brillante, farouchement indépendante qui ne tolérait aucune absurdité de personne. Elle avait été mon confidente pendant des années, écoutant mes drames familiaux avec une inquiétude croissante. Elle était assise de l'autre côté de son immense bureau, sirotant son café noir pendant que je lui exposais toute la situation, les textos sur la vache à lait, l'opération de détournement massif de Julian. Les dettes de jeu et la demande de mon père de me présenter à la maison familiale pour une audience disciplinaire. Clara posa lentement sa tasse. Elle me regarda droit dans les yeux, son expression entièrement sérieuse. Harrison, écoute-moi très attentivement. Tu vas droit dans une embuscade ce soir. Ils vont se liguer contre toi. Ils joueront les victimes. Ils pleureront. Ils crieront. Et ils essaieront de te briser mentalement jusqu'à ce que tu ouvres ton chéquier par pur épuisement. Tu ne peux pas traiter ça comme un dîner de famille. Tu dois traiter ça comme une prise de contrôle hostile. Je sais, ai-je dit, passant une main dans mes cheveux, sentant l'épuisement derrière mes yeux. Mais je dois leur faire face, Clara. Je ne peux pas simplement les ignorer. J'ai besoin de les regarder dans les yeux et de dire non. J'ai besoin qu'ils sachent sans équivoque que la dynamique a changé de façon permanente. D'accord, a dit Clara en se penchant en avant, glissant un bloc-notes sur son bureau.
Mais tu n'y vas pas sans armes. Tu prends tes relevés bancaires. Tu prends les captures d'écran imprimées. Et surtout, tu te souviens exactement qui a le dessus ici. Ils sont terrifiés, Harrison. Ils sont absolument terrifiés de perdre leur vache à lait. Utilise cette peur. Ne les laisse pas dicter les termes de ta reddition, car tu ne te rends pas. Ce soir-là, le trajet vers la banlieue ressemblait à un trajet vers ma propre exécution. Le quartier était calme, bordé de pelouses parfaitement entretenues, de chênes imposants et de grandes maisons chères. Je me suis garé dans la large allée pavée de la maison où vivaient mes parents, la maison que je leur avais assurée lorsqu'ils étaient au bord de la faillite il y a 5 ans. Je suis resté dans ma voiture 1 minute entière, le moteur tournant au ralenti, agrippant le volant en cuir jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. La Porsche Macan que j'avais achetée pour mon père était garée juste à côté de moi, fraîchement lavée, brillant agressivement sous les lampadaires. C'était un immense monument métallique à ma folle désespérance d'amour et d'acceptation. J'ai pris une profonde inspiration, je suis sorti de la voiture et j'ai remonté le chemin pavé. Je n'ai pas frappé. J'ai poussé la lourde porte d'entrée en chêne et je suis entré dans le hall. Mes parents étaient assis à la table de la salle à manger formelle. Une immense pièce en acajou habituellement réservée aux fêtes de Thanksgiving ou aux réunions de famille sérieuses. L'éclairage était faible et dramatique. Ma mère avait les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Ses yeux rouges et gonflés comme si elle avait pleuré pendant des heures, bien que je soupçonne qu'elle les avait juste frottés avant mon arrivée. Mon père était assis à la tête de la table, sa posture rigide, son visage d'un rouge alarmant et dangereux. Julian était remarquablement absent. Le lâche se cachait probablement dans son appartement, trop terrifié pour me faire face après que j'ai exposé son grand vol. « Assieds-toi » a ordonné mon père, pointant un doigt lourd vers la chaise vide à l'autre bout de la longue table. Je ne me suis pas assis. Je suis resté derrière la chaise, posant fermement mes mains sur le haut dossier en bois. Je préfère rester debout. Dis ce que tu as à dire, papa. Je n'ai pas beaucoup de temps ce soir. Mon père a frappé du poing sur la table. Les verres en cristal et l'argenterie lourde ont violemment cliqueté contre le bois. Ne me parle pas sur ce ton dans ma propre maison. Nous t'avons élevé pour que tu sois un homme décent, respectueux et craignant Dieu. Qu'est-il arrivé au Harrison qui se souciait de cette famille? Tu es devenu un gamin égoïste et arrogant qui se soucie plus de son compte en banque que du bonheur de sa propre mère. Tu nous déchires pour quelques milliers de dollars. Ta mère a pleuré toute la nuit, a-t-il continué, sa voix montant en volume, résonnant contre les hauts plafonds. Tu vas sortir ton téléphone. Tu vas virer l'argent pour la villa tout de suite, et tu vas t'excuser auprès d'elle. Nous t'avons toujours aidé quand tu en avais besoin, Harrison. Et maintenant, c'est ton tour de faire ton devoir. J'ai regardé ma mère. Elle s'est délicatement tamponné les yeux avec un mouchoir, hochant la tête en accord silencieux, s'engageant pleinement dans le rôle de la matriarche blessée et au cœur brisé. Mon devoir, ai-je demandé, gardant ma voix basse, dangereuse et parfaitement contrôlée. Mon devoir était d'être un fils. Votre devoir était d'être des parents. Au lieu de cela, vous m'avez traité comme un bien d'investissement. Vous avez pris mon argent pour financer un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous avez joyeusement financé les dettes de jeu de Julian pendant qu'il me volait. Et vous étiez assis dans une conversation de groupe en riant pendant que l'oncle Bernard m'appelait une vache à lait. Mes parents se sont figés. Le silence absolu dans la pièce était assourdissant. La couleur s'est instantanément drainée du visage de ma mère, la laissant pâle et terrifiée. Il n'avait absolument aucune idée que je connaissais le fil de discussion privée. Tu as piraté mon téléphone, a balbutié ma mère, abandonnant instantanément ses fausses larmes, sa voix aiguë et paniquée. Non, maman. Félix me l'a envoyé. Il était dégoûté par vous, tout comme moi. Mon père s'est levé brusquement, sa lourde chaise raclant violemment contre le parquet. Il a pointé un doigt tremblant et furieux directement vers mon visage. Comment oses-tu nous parler comme ça? Nous sommes tes parents. Tu nous dois tout ce que tu as. Si tu sors de cette porte ce soir sans régler ça, ne reviens jamais. Tu seras mort pour cette famille. Tu me comprends? Mort. Il pensait que la menace ultime du reniement me briserait. Il pensait que la peur primale de perdre ma famille, d'être rejeté, me forcerait à tomber à genoux et à rendre mon chéquier. Il avait joué cette carte exacte toute ma vie pour me tenir en laisse. Et ça avait toujours marché.
Mais pas ce soir. J'ai regardé l'homme qui avait joyeusement échangé l'amour de son fils contre un véhicule de luxe allemand. J'ai regardé la femme qui manipulait constamment mes émotions pour financer un style de vie luxueux en bord de mer qu'elle n'avait pas mérité. J'ai senti un poids énorme et suffocant se lever de mes épaules, s'évaporant dans l'air. Je ne dois rien à personne, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans la salle à manger silencieuse. J'ai aidé parce que je voulais être aimé, mais je ne serai plus jamais pris pour acquis. Je leur ai tourné le dos et j'ai marché calmement vers la porte d'entrée. Harrison, a rugi mon père derrière moi. Un son de pur désespoir et de rage. Tu sors de cette porte et c'est fini entre nous. Tu m'entends? C'est fini. J'ai ouvert la porte, je suis sorti dans l'air frais et vif du soir et je l'ai refermée fermement derrière moi. Je suis allé à ma voiture, je suis monté, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans regarder une seule fois dans le rétroviseur. J'avais survécu à la confrontation ultime. J'avais tenu bon face aux personnes qui avaient installé mes boutons. Mais alors que je prenais l'autoroute pour retourner en ville, mon téléphone a commencé à s'allumer avec un flux continu de notifications. La campagne de dénigrement familial avait officiellement commencé. Ils allaient essayer de détruire ma réputation, complètement inconscients de la dévastation absolue et cataclysmique que je me préparais à déchaîner sur eux. Le trajet de retour à mon appartement du centre-ville de Chicago cette nuit-là fut un flou complet de néons, de klaxons et d'adrénaline pure et non adultérée. J'agrippais si fort le volant en cuir de ma voiture que mes mains me faisaient mal, mon esprit repassant la confrontation explosive que je venais de survivre. Je l'avais enfin fait. J'avais abandonné les gens qui avaient passé toute ma vie à installer mes boutons émotionnels juste pour pouvoir les presser chaque fois qu'ils avaient besoin d'un paiement. Mais le vrai cauchemar, la guerre psychologique calculée, a commencé au moment exact où j'ai ouvert les yeux le lendemain matin. Mon téléphone, que j'avais laissé sur la table de nuit en marbre en mode silencieux, ressemblait à un sapin de Noël illuminé de notifications agressives. La campagne de dénigrement familial n'avait pas seulement commencé, elle était devenue complètement nucléaire pendant la nuit. Je me suis assis sur le bord de mon lit, le soleil du matin perçant à peine à travers les lourds stores occultants, et j'ai commencé à faire défiler les décombres. C'était une attaque parfaitement coordonnée sur plusieurs fronts, conçue pour détruire ma réputation et me forcer à la soumission par la pure humiliation publique. Ma mère, Sylvia, avait apparemment passé toute la nuit à appeler chaque tante, oncle, cousin au deuxième degré et ami de la famille que nous avions. Elle n'a pas dormi. Elle a travaillé les téléphones comme une directrice de campagne politique impitoyable face à un scandale. Le premier message texte que j'ai ouvert venait de ma tante Diana, la sœur aînée de ma mère. Diana était une femme qui s'était fièrement autoproclamée boussole morale de notre famille élargie, bien qu'elle ait demandé le divorce 3 fois et emprunté constamment de l'argent qu'elle ne remboursait jamais. Le texte était un bloc solide et impénétrable de fureur bien pensante. Harrison, a-t-elle écrit, son ton numérique dégoulinant de condescendance. Je viens de raccrocher avec ta mère. Elle est en train d'hyperventiler dans sa chambre. Je n'arrive pas à croire que tu traites la femme qui t'a donné la vie avec une telle cruauté absolue pour de simples vacances. Tu as tellement changé depuis que tu as eu cette promotion. La cupidité des entreprises a complètement corrompu ton âme. Tu penses que ton salaire te rend meilleur que nous. Tu dois retourner à cette maison, te mettre à genoux et t'excuser immédiatement avant de perdre les seules personnes dans ce monde qui t'aiment vraiment. J'ai fixé l'écran, sentant une bouffée de colère chaude. L'hypocrisie pure de tante Diana me faisant la morale sur la cupidité était presque comique. Puis est venu un message de Nathan, mon cousin. Nathan était un gars que j'avais en fait aidé à décrocher un entretien d'embauche lucratif quelques années auparavant alors qu'il risquait l'expulsion. « Mec, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» disait son message. Faire pleurer tante Sylvia pour quelques milliers de dollars. Julien a dit que tu essayais de les faire chanter financièrement parce que tu veux contrôler la famille. Pas cool, mec. Tu gagnes 6 chiffres. Paye pour ce foutu voyage et arrête d'agir comme un gamin pour y gâter. Tu dois arranger ça tout de suite. Message après message. Message vocal après message vocal. Le récit était impeccablement orchestré. Il me dépeignait comme un monstre, un tech bro avide et sans cœur qui jetait ses parents âgés et aimants au loup simplement parce que je voulais accumuler ma richesse. Julien avait clairement tissé un récit brillant, centré sur la victime. Il avait complètement omis son détournement de fonds. Il avait commodément oublié de mentionner ses dettes de jeux illicites. Il a présenté mon refus de payer comme une soudaine crise psychotique.
J'étais le méchant. Ils étaient la famille innocente et aimante, essayant juste de passer du temps de qualité ensemble à la plage. J'ai passé les 3 semaines suivantes dans un isolement absolu et angoissant. Je n'ai pas répondu à tante Diana. Je n'ai pas envoyé de SMS à Nathan pour me défendre. J'ai impitoyablement bloqué les numéros au fur et à mesure qu'ils arrivaient, regardant ma liste de contacts diminuer de jour en jour. Mais le silence dans mon appartement était assourdissant. Il y a un type de deuil creux et terrifiant qui vient avec la prise de conscience que toute votre famille élargie se retournera activement contre vous sans jamais prendre la peine de demander votre version des faits. Ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient le statu quo. Clara, ma collègue et la seule personne qui me gardait ancrée dans la réalité, m'a traîné prendre un café chaque matin avant d'aller au bureau. Elle m'a forcé à regarder les faits bruts, me rappelant constamment que m'engager avec leur spire ne ferait que leur donner le drame et l'approvisionnement émotionnel qu'ils recherchaient. Nous étions assis dans un petit café animé près de notre siège social. Je fixais mon café noir d'un air absent, sentant le poids de l'isolement m'oppresser. « Il t'affame, Harrison », a dit sèchement Clara en remuant son expresso. Elle portait un tailleur et une expression qui ne tolérait absolument aucune absurdité. C'est une guerre de siège classique. Ils pensent que s'ils coupent ton approvisionnement émotionnel, s'ils te font sentir entièrement seul et universellement détesté, tu reviendras en rampant avec ton chéquier ouvert juste pour faire cesser la douleur. Ne t'engage pas, tiens bon. C'est juste dur, Clara, ai-je admis, la voix rauque. Ce sont des gens avec qui j'ai grandi, des gens en qui j'avais confiance, et ils croient chaque mensonge que Julien et ma mère leur racontent. J'ai bien envie de poster mes relevés bancaires tout de suite. Pas encore, a ordonné fermement Clara en tapotant son doigt manucuré sur la table. On ne tire pas son artillerie lourde sur l'infanterie. On attend que les généraux se dévoilent. Laisse-les s'installer confortablement dans leurs mensonges. Plus ils construisent leur piédestal de victimisation, plus dure sera leur chute quand tu leur couperas l'herbe sous le pied. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu bon. Je me suis concentré sur mon travail, j'ai investi mon énergie dans mes placements immobiliers et j'ai ignoré le barrage incessant de culpabilisation. J'ai attendu la 2e semaine du mois suivant, lorsque le silence étouffant de mes parents s'est soudainement, inexplicablement rompu. J'étais assis dans mon bureau d'angle en train d'examiner un énorme rapport d'expansion trimestrielle pour l'entreprise lorsque mon téléphone portable personnel a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. C'était mon père, Richard. J'ai fixé le nom clignotant, mon cœur se mettant instantanément à battre un rythme lourd et primal contre mes côtes. Après des semaines de venin, de cris et d'orchestration d'un boycott familial contre moi, pourquoi appelait-il maintenant ? J'ai tendu la main, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone de bureau secondaire, j'ai pris une profonde et régulière inspiration pour débarrasser complètement ma voix de toute émotion, et j'ai répondu à l'appel. « Allô, papa ?» ai-je dit, mon ton parfaitement neutre, ne laissant absolument rien transparaître. « Harrison » a répondu mon père. J'ai immédiatement remarqué le changement. Le ton était entièrement différent. La rage aveuglante avait complètement disparu. L'aboiement autoritaire et exigeant qu'il utilisait habituellement comme une arme avait été remplacé par une douceur douce, presque paternelle, qui a instantanément fait se dresser les poils sur ma nuque. C'était la voix calculée exacte qu'il utilisait lorsqu'il était assis en face d'un client sur le point de conclure une affaire très douteuse. « Comment vas-tu, fiston ?» a-t-il demandé, sa voix dégoulinant d'une préoccupation fabriquée. « J'ai été occupé » ai-je répondu prudemment, refusant de lui donner le moindre avantage conversationnel. « Que veux-tu, papa ?» J'ai entendu un lourd soupir fabriqué à l'autre bout du fil. Le son d'un homme faisant semblant de porter le poids du monde. « Écoute, fiston. Ta mère et moi avons fait beaucoup d'introspection ces dernières semaines. Nous avons réalisé que les choses sont allées trop loin à la maison. Nous étions émotifs. Tu dois comprendre, Harrison. Nous t'aimons tellement. L'idée que cette famille s'effondre à cause d'un stupide malentendu sur l'argent nous a brisé le cœur. » J'ai pincé l'arête de mon nez, fermant les yeux. La manipulation était si incroyablement flagrante que j'aurais presque pu m'étouffer avec. « Tu m'as dit que j'étais mort pour la famille, papa. Tu me l'as crié dans le dos alors que je sortais de ta porte. » J'étais en colère, Harrison. Les pères et les fils se disputent. Il a gloussé, un son jovial, forcé et complètement inapproprié étant donné les circonstances. Mais nous sommes du même sang,
et les liens du sang sont plus forts que n'importe quelle dispute pour des vacances. Écoute-moi. Nous voulons arranger ça. Nous voulons te montrer que nous t'apprécions. Nous apprécions ton travail acharné. Nous n'apprécions pas seulement ton argent. Nous t'apprécions en tant qu'homme. J'écoute, ai-je dit en me penchant en arrière dans ma chaise en cuir, attendant que l'inévitable piège se referme. Ta mère et moi parlions à notre avocat hier, a-t-il commencé, et instantanément mes oreilles se sont dressées. Mon corps entier s'est raidi. Le mot « avocat » était rarement utilisé dans ma famille, sauf si quelqu'un était poursuivi en justice ou essayait de cacher des actifs. Nous savons que tu as travaillé si dur et que tu t'es construit une belle vie professionnelle, mais nous savons aussi que l'économie est incroyablement difficile en ce moment, même pour des gars avec ton salaire. Alors, nous avons décidé de restructurer complètement notre planification successorale. Il a marqué une pause pour un effet dramatique, s'attendant clairement à ce que je allais de choc et de gratitude écrasante. Je suis resté mortellement silencieux, laissant le silence s'étirer sur la ligne téléphonique. Nous allons te donner ton héritage en avance, Harrison, a annoncé mon père, sa voix gonflant d'une magnifique et bienveillante générosité. Nous allons légalement te céder 20% de la valeur de la maison dès maintenant. Nous le mettrons par écrit. C'est une part énorme de la valeur immobilière. Nous voulons que tu aies cette sécurité financière à long terme. Nous voulons te prouver que nous te voyons comme un partenaire égal dans cette famille, plus seulement comme un enfant. J'ai fixé d'un air absent la paroi vitrée de mon bureau, un héritage, une part anticipée de la succession. L'audace absolue du mensonge était à couper le souffle. Il y a juste une petite chose à régler d'abord, a continué mon père, son ton passant en douceur au mode affaires. Julien s'est mis dans une situation un peu délicate. Un problème juridique, rien qu'il ne puisse gérer à terme, mais il a besoin d'un peu de liquidités immédiates pour que les choses restent calmes. Nous avons besoin que tu couvres le voyage aux Bahamas pour que ta mère puisse se détendre. Et nous avons besoin que tu prêtes $20 000 à Julien pour régler ses dettes. Pense à ça comme une avance sur le reste de l'héritage. Nous te cédons la part de la maison, tu aides ton frère à se sortir d'un mauvais pas, et nous allons tous à la plage en famille. Tout le monde y gagne. C'était le piège ultime. C'était l'appât de maître d'une vie. Ils pensaient que j'étais si désespérément en quête de leur validation, si avide d'une part du gâteau familial que j'accepterais aveuglément un pourcentage de leur richesse imaginaire en échange de renflouer l'enfant chéri et de financer leurs vacances de luxe. Ils pensaient qu'ils avaient enfin trouvé mon prix. Ils pensaient qu'ils pouvaient acheter mon obéissance avec des biens immobiliers qu'ils ne possédaient même pas. Un sourire lent et froid s'est étalé sur mon visage. C'était le sourire d'un homme qui tenait un ticket de loterie gagnant en regardant un escroc essayer de lui vendre un sou contrefait. Un héritage, ai-je répété doucement, goûtant le mot, le laissant croire que j'envisageais l'offre. Vous voulez me donner un pourcentage de la maison. Exactement, fiston. C'est un grand pas pour nous, mais tu le mérites, a-t-il dit avec empressement, sentant une victoire totale. Tu n'as qu'à virer les fonds à Julien ce soir et nous rédigerons les papiers la semaine prochaine. Non, papa, ai-je dit calmement. Si nous faisons ça, nous le faisons correctement. J'ai besoin d'examiner les papiers en personne. Je viendrai à la maison demain soir. Nous finaliserons tout alors, en face à face. C'est mon garçon, a-t-il dit fièrement, le soulagement envahissant sa voix. Nous aurons le dîner prêt. À demain, Harrison. J'ai raccroché le téléphone. Je ne les avais pas seulement acculés maintenant. Je les avais, construisant activement et avec enthousiasme leur propre potence. Ils voulaient jouer à un jeu à haut risque avec de l'immobilier, des menaces légales et un héritage. Très bien. J'allais entrer dans cette maison et leur montrer exactement qui possédait tout le plateau de jeu. Les 24 heures suivantes furent un flou de préparation méticuleuse et de sang-froid. Je ne suis pas allé au bureau. Au lieu de cela, j'ai passé la matinée assis dans la salle de conférence élégante et vitrée de mon conseiller juridique, Monsieur Henderson. Henderson était un requin en droit immobilier, un homme qui facturait à la minute et valait chaque centime. J'ai exposé toute la situation, expliquant l'offre ridicule de mon père de me faire don d'un héritage anticipé basé sur la valeur d'une propriété qu'il ne possédait légalement pas. Henderson n'a pas ri, mais une lueur vive et prédatrice est apparue dans ses yeux. Nous avons passé 2 heures à extraire les documents officiels certifiés du comté. Nous avons imprimé le titre de propriété principale avec le sceau en relief du gouvernement.
Nous avons extrait l'historique officiel de l'immatriculation et du titre de la Porsche Macan. Et enfin, j'ai imprimé les relevés bancaires indéniables et codés par couleur prouvant le stratagème de détournement de fonds de Julian sur 3 ans, en les plaçant côte à côte avec les prises officielles du complexe hôtelier. J'ai tout organisé dans un seul dossier manie discret. Je n'allais pas à un dîner de famille. J'allais à une exécution en règle. Ce soir-là, l'air était lourd d'humidité du Midwest alors que je garais ma voiture devant la grande maison de banlieue. Je n'ai pas apporté de mallette pour ne pas les rendre méfiants. Je n'ai pas apporté d'ordinateur portable. Je portais juste ce simple dossier manie standard. J'ai remonté la longue allée pavée, passant nonchalamment devant la Porsche Macan étincelante, et j'ai frappé fermement à la porte d'entrée. Ma mère a ouvert presque instantanément. Son visage était plâtré d'un immense sourire radieux et impeccable. Les larmes hystériques, les cris vicieux et la pure terreur de notre dernière rencontre avaient complètement disparu, instantanément remplacés par l'aura confiante et éclatante d'une femme qui pensait avoir réussi à manipuler sa cible pour la ramener dans la cage. Harrison, entre, mon chéri. C'est si merveilleux de te voir, a-t-elle roucoulé, tendant les 2 bras pour me serrer fort dans ses bras. J'ai reculé doucement, évitant complètement son étreinte, offrant un bref signe de tête, et je suis passé devant elle dans le grand hall. La table de la salle à manger était dressée comme une salle de conseil d'administration. Mon père était assis à la tête de la table en acajou, portant une chemise impeccable, l'air incroyablement satisfait de lui-même, et là, assis en face de lui, se trouvait Julian. Julian avait l'air très nerveux. Sa jambe droite rebondissait rapidement sous la table, faisant cliqueter l'argenterie, mais il a réussi à forcer un sourire narquois et crispé sur son visage quand je suis entré dans la pièce. Il pensait vraiment qu'ils avaient gagné. Il pensait que la vache allait être rentrée à la maison pour être traite. « Prends place, fiston », a dit mon père, faisant un grand geste vers la chaise vide à l'autre bout de la table. « Ta mère a fait un rôti de bœuf. » Je suis resté debout. Je me suis dirigé vers le bord de la table et j'ai jeté le dossier manie au centre du bois poli. Il a atterri avec un bruit sourd et autoritaire qui a instantanément capté l'attention de la pièce. Avant de manger, ai-je commencé, regardant directement dans les yeux de mon père. Laissez-moi m'assurer que je comprends absolument les termes juridiques de cette offre incroyable. Vous allez me faire don officiellement de 20% de la valeur de cette maison en tant qu'héritage anticipé. En échange de ce don généreux, je vais payer pour la villa en bord de mer aux Bahamas, et je vais faire un chèque à Julian de $20 000 pour payer ses dettes de jeu illicites. Julian a tressailli violemment au mot « jeu », lançant un regard paniqué et écarquillé à nos parents. Mais mon père a simplement agité une main dédaigneuse et très arrogante. Ton frère a fait de mauvais investissements sur le marché, Harrison. Nous n'avons pas besoin d'utiliser des mots comme jeu dans cette maison. Mais oui, c'est l'accord général. Nous t'offrons une part substantielle de la succession pour assurer ton avenir. C'est plus qu'équitable, et ça met cette vilaine affaire derrière nous, a dit Richard, bombant le torse, se penchant en arrière dans sa chaise comme un roi accordant une grâce. J'ai hoché la tête lentement, laissant le silence s'étirer dans la pièce jusqu'à ce qu'il devienne épais et suffocant. Je les ai regardés s'agiter sur leur chaise. Puis j'ai tendu la main et j'ai ouvert le dossier. Il y a une faille massive et catastrophique dans votre planification successorale, papa, ai-je dit, ma voix baissant à un calme mort, glacial et terrifiant. J'ai sorti la épaisse liasse de documents juridiques reliés par un ruban bleu portant le sceau doré du greffier du comté. Je l'ai glissé agressivement sur le bois poli jusqu'à ce qu'elle heurte les mains de mon père. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé en fronçant profondément les sourcils, regardant le jargon juridique dense, clairement confus par l'absence de chéquier. « Ça » ai-je dit en pointant un doigt ferme sur le document. « C'est le titre de propriété de ce bien. Tu ferais mieux de mettre tes lunettes de lecture et de lire le nom sur le titre, Richard. » Mon père a lentement fouillé dans la poche de sa chemise et a mis ses lunettes de lecture. Il a pris le papier. Ses yeux ont balayé le premier paragraphe, se déplaçant de gauche à droite, puis ils se sont arrêtés brusquement. Ils se sont fixés sur une seule ligne de texte en gras. J'ai assisté à l'instant exact où sa réalité s'est effondrée. Le sang a quitté son visage si incroyablement vite qu'il ressemblait à un cadavre. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses mains ont commencé à trembler, faisant trembler le papier lourd. « Richard, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé ma mère, sa voix tremblant légèrement de panique soudaine alors qu'elle se penchait par-dessus son épaule pour regarder.
Elle a parcouru le papier, a trouvé la ligne et a laissé échapper un hoquet de terreur aiguë et sincère. Il est écrit Harrison, a murmuré mon père, sa voix complètement creuse, entièrement dépouillée de son autorité retentissante. Oui, c'est bien ça, ai-je dit en m'approchant de la table, projetant ma voix pour qu'elle domine chaque centimètre de la pièce. Il y a 5 ans, alors que vous étiez au bord de la faillite totale parce que vous aviez bêtement co-signé un prêt commercial catastrophique pour la start-up ratée de Julian. La banque allait saisir cette maison. Tu te souviens de ça, papa? Tu te souviens d'être assis à cette même table en pleurant dans tes mains parce que tu allais tout perdre? Mon père n'a pas bougé. Il était complètement paralysé. Vous m'avez supplié de vous aider, ai-je continué, implacable, refusant de les laisser détourner le regard. Alors je l'ai fait. Je suis intervenu. J'ai remboursé les énormes arriérés avec mes propres économies. Et j'ai racheté l'hypothèque à la banque. Je vous ai laissé rester ici. Je vous ai laissé prétendre que vous en étiez toujours propriétaire pour sauver votre ego fragile devant vos amis du country club et l'association de propriétaires du quartier. Mais vous ne possédez pas cette maison, papa. Vous ne possédez pas une seule brique. Je suis le seul propriétaire légal de ce bien. J'ai de nouveau fouillé dans le dossier et j'ai sorti un autre document. Je l'ai jeté directement devant Julian, qui me fixait avec des yeux écarquillés, terrifié et complètement brisé. Et ça, ai-je dit en montrant le deuxième papier, c'est le titre de propriété et l'immatriculation officielle de la Porsche Macan actuellement garée dans l'allée. La voiture de luxe que tu conduis tous les jours, papa. La voiture que tu utilises pour te pavaner devant tes amis. L'assurance, l'immatriculation, le titre de propriété, tout est entièrement à mon nom. Je l'ai achetée. Elle m'appartient. Je me suis penché lourdement sur la table, appuyant mes mains sur le bois, regardant profondément dans les yeux horrifiés et défaits de mon père. Tu ne peux pas me donner d'héritage, Richard, parce que tu n'as absolument rien à donner. Tu n'as pas de succession. Tu n'as pas d'actifs. Tout ce que tu as, tout ce que tu utilises pour prétendre que tu es un patriarche qui a réussi, appartient légalement à la vache à lait. Le silence dans la salle à manger était absolu. C'était le silence lourd et écrasant d'un empire s'effondrant en poussière. Ma mère s'est mise à trembler, un véritable tremblement terrifiant s'emparant de tout son corps alors qu'elle réalisait qu'elle était entièrement à ma merci. Julian avait l'air sur le point de vomir là, sur la table. Tu nous as menti, a finalement étouffé mon père, sa voix un râle pathétique et brisé. Je n'ai jamais menti, ai-je rétorqué instantanément, ma voix claquant comme un fouet dans la pièce silencieuse. J'ai légalement sécurisé mes investissements financiers parce que je savais que vous étiez nul avec l'argent. Et Dieu merci que je l'ai fait, car si je vous avais simplement donné l'argent il y a 5 ans, Julian aurait déjà joué cette maison entière. Maintenant, voici le nouvel accord. Le seul accord. Je me suis redressé, ajustant calmement ma veste de costume. Julian, tu vas quitter cette maison tout de suite. Si tu me contactes à nouveau, si tu demandes un centime, j'enverrai ces relevés bancaires prouvant ton énorme détournement de fonds directement à l'avocat de la garde de ton ex-femme. Tu ne verras pas tes enfants avant qu'ils ne sortent de l'université. Sors. Julian s'est précipité hors de sa chaise, la renversant presque, et a filé vers la porte d'entrée sans dire un seul mot. La lourde porte en chêne a claqué derrière lui, résonnant dans toute la maison. Quant à vous deux, ai-je dit en tournant mon regard froid vers mes parents, qui se cramponnaient maintenant l'un à l'autre dans une terreur pure et non dissimulée. Vous rendrez les clés de la Porsche avant 8 heures demain matin. Je la vends. Et à partir du 1er du mois prochain, vous signerez un contrat de location formel et juridiquement contraignant avec Monsieur Henderson. Vous me paierez un loyer au prix du marché pour vivre dans ma maison. Si vous manquez un seul paiement, je vous signifierai un préavis d'expulsion de 30 jours, et je ferai en sorte que le shérif vous expulse physiquement des lieux. Ma mère a éclaté en sanglots violents et hystériques, tendant la main vers mon bras. Harrison, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes tes parents. Où irons-nous? Nous n'avons pas ce genre d'argent. Nous vivons d'un revenu fixe. Alors je vous suggère fortement d'annuler la villa en bord de mer, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue de toute pitié ou hésitation, car la vache à lait vient de fermer définitivement ses portes. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ci-dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point.
Non seulement cela aide plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Si je pensais honnêtement que la destruction privée et dévastatrice de l'ego massif de ma famille à la table de la salle à manger était la fin de la guerre, j'ai gravement sous-estimé leur capacité sans borne à l'illusion vindicative. Même après avoir eu la réalité juridique absolue de leur situation fracassée directement au visage, ma mère Sylvia n'a pas pu résister à jouer la victime une dernière fois de manière spectaculaire. Elle croyait sincèrement qu'elle pouvait gagner une guerre d'opinion publique contre un homme qui détenait tous les reçus. 2 jours après la confrontation brutale à la maison, j'étais tranquillement assis dans mon bureau en train d'examiner un contrat lorsque mon téléphone a vibré agressivement. C'était une alerte de Facebook. Ma mère avait publié un énorme message public en taguant délibérément plus de 50 membres de la famille, amis, voisins et personnes de leur église locale. J'ai ouvert l'application et ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents m'ont fait mal. Elle avait posté une photo d'elle et de mon père lors de vacances précédentes, l'air incroyablement triste, usé et le cœur brisé. La légende qu'elle a écrite était une véritable masterclass de manipulation émotionnelle et de culpabilité militante. Parfois, il faut apprendre à ses dépens que la famille n'est pas toujours là pour vous. Richard et moi avons mis notre sang, notre sueur et nos larmes pour élever un fils que nous pensions nous aimer inconditionnellement. Nous avons tout sacrifié pour lui. Mais l'argent change les gens. La cupidité corrompt l'âme. Ce n'est pas parce que vous donnez à quelqu'un tout votre cœur que vous ne serez pas cruellement rejeté lorsqu'il décidera que vous n'êtes plus utile à son style de vie d'entreprise. Nous traversons une terrible épreuve causée par notre propre chair et notre propre sang. S'il vous plaît, priez pour notre famille pendant cette période incroyablement sombre et douloureuse. Faites attention à qui vous faites confiance. En une seule heure, le message avait des dizaines de commentaires. Les sbires de la famille étaient arrivés. Tante Diana était là dans les commentaires, me traitant de sociopathe sans cœur qui méritait la prison. Des voisins de l'association de propriétaires offraient leurs plus sincères condoléances, suggérant à mes parents d'engager un avocat pour me poursuivre pour détresse émotionnelle grave. Des gens de leur église proposaient de leur apporter des plats cuisinés. Ils validaient agressivement sa victimisation, nourrissant son ego massif et créant une chambre d'écho toxique de mensonges. Ils essayaient de me faire honte publiquement pour que je cède la maison et la voiture par pur embarras. Ils voulaient un spectacle public. Très bien. Je leur donnerai une explosion nucléaire dont ils ne se remettraient jamais. Je n'ai pas écrit un long paragraphe émotionnel et défensif. Je n'ai pas essayé de plaider ma cause ou de défendre mon caractère auprès de personnes qui étaient déterminées à mal me comprendre. J'ai simplement ouvert mes fichiers numériques sécurisés et rassemblé l'artillerie lourde. J'ai appuyé sur le bouton partager du message de ma mère, ajoutant mon propre commentaire bref et chirurgicalement précis en haut. J'ai écrit, à tous ceux qui se demandent ce qui se passe vraiment avec ma famille ces derniers temps, et à tous ceux qui offrent des prières et des plats cuisinés dans les commentaires ci-dessous, permettez-moi de fournir le contexte factuel manquant à cette histoire tragique. Puis j'ai joint les photos. Pièce jointe numéro 1, la capture d'écran non modifiée de la conversation de groupe parallèle. Les mots vils exacts de l'oncle Bernard. Harrison ne verra pas d'inconvénient à payer pour celui-ci non plus. Il a toujours été notre vache à lait. Ah. Juste en dessous, surligné pour plus de clarté, le pouce levé clair et indéniable de mon père et l'émoji riant de la mère qui prétendait avoir le cœur si brisé. Pièce jointe numéro 2, une comparaison financière côte à côte. À gauche, le SMS de Julien demandant exactement 3000 $ pour les chambres d'hôtel du complexe. À droite, le relevé bancaire officiel montrant l'argent allant sur son compte chèque personnel, associé à une capture d'écran du site officiel du complexe montrant que le coût réel des chambres n'était que de 1500 $. Une trace écrite claire, indéniable et pénalement poursuivable de son détournement de fonds. Pièce jointe numéro 3, la première page expurgée mais très claire du titre de propriété, prouvant sans équivoque que moi, Harrison, était le seul propriétaire légal de la maison exacte dans laquelle mes parents étaient actuellement assis en écrivant leur pathétique message de victime. J'ai cliqué sur Publier. J'ai fermé mon ordinateur portable, je suis sorti de mon bureau et je suis allé chercher un sandwich à l'épicerie du coin. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant 3 bonnes heures. J'ai laissé la bombe exploser dans un silence complet. Quand je suis finalement retourné à mon bureau et que j'ai rouvert Facebook, les retombées étaient apocalyptiques. La situation ne s'était pas seulement retournée. Elle était devenue un tsunami violent et imparable.
La section des commentaires sous mon message partagé était un véritable champ de bataille d'illusions brisées. Tante Diana, qui m'avait traité de sociopathe une heure plus tôt, avait complètement supprimé son commentaire et exigeait maintenant publiquement de savoir pourquoi Sylvia lui avait effrontément menti sur la propriété de la maison. Le cousin Nathan a commenté « Attends, Julien a volé dans le fond des vacances familiales pour payer des dettes ? Tu te moques de moi, là ?» Des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis des années m'envoyaient des messages directs, complètement choqués et profondément dégoûtés par les preuves. La preuve absolue et indéniable de leur cupidité, la cruauté pure du texte sur la vache à lait et la révélation choquante qu'ils vivaient entièrement sans loyer dans une maison que je possédais tout en salissant publiquement mon nom ont complètement brisé leur façade de respectabilité soigneusement construite. Ils ne pouvaient pas contester des relevés bancaires officiels. Ils ne pouvaient pas manipuler un titre de propriété du comté. Puis les appels téléphoniques frénétiques et paniqués ont commencé. Ma mère m'a appelé 12 fois de suite. J'ai laissé chaque appel sonner jusqu'au bout. Finalement, j'ai répondu au 13e appel, en le mettant sur haut-parleur et en le posant sur mon bureau. Harrison, retire ça. Retire ça tout de suite. Elle hurlait dans le récepteur, complètement hystérique, sa voix se brisant. Tu nous ruines. Les voisins appellent à la maison. Diana ne me parle plus. Le groupe de l'église l'a vu. Que as-tu fait? Je n'ai rien fait, maman, ai-je dit, ma voix parfaitement stable, complètement dépourvue d'empathie. Tu as voulu rendre publique notre affaire de famille privée pour me manipuler. J'ai simplement fourni au public la documentation exacte. Tu m'aidais, n'est-ce pas? Non, tu m'utilisais. Ne déforme pas la vérité pour te faire passer pour une martyre. La seule chose avec laquelle tu m'as jamais aidé, c'est de me permettre de continuer à payer pour vos vies pendant que vous ignoriez complètement la mienne. Nous serons des parias sociaux, a-t-elle sangloté bruyamment, la réalité écrasante de sa réputation brisée s'imposant enfin à elle. Comment peux-tu être si cruel envers ta propre mère? Ce qui est cruel, c'est de rire de son fils tout en le trayant à sec, ai-je répondu sèchement. Et les clés de la Porsche sur le comptoir de la cuisine pour 8 heures demain matin, où je déclare le véhicule volé à la police locale. J'ai raccroché le téléphone et bloqué son numéro. L'empire des mensonges était complètement, irréversiblement réduit en cendres. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment libre. À la fin de cette semaine chaotique, la poussière avait enfin commencé à retomber, laissant un paysage radicalement modifié et incroyablement calme dans son sillage. Mes parents, entièrement dépouillés de leur statut social, de leur sbire et de leur levier financier, ont finalement réalisé qu'ils n'avaient absolument plus aucune carte à jouer. Le jeudi matin, j'ai reçu une enveloppe en recommandé à mon bureau. À l'intérieur se trouvait le double des clés de la Porsche Macan, ainsi qu'une note furieuse et illisible de mon père. Je ne l'ai même pas lue. J'ai jeté la note à la poubelle. J'ai immédiatement appelé une société de remorquage privé, leur ai fait récupérer la voiture directement de leur allée en plein jour pendant que les voisins regardaient, et les fait livrer à un concessionnaire de luxe où je l'ai vendu contre un retour en espèces très substantiel. L'image mentale de mon père devant se tenir sur son Porsche, regardant son symbole de statut bien-aimé être emporté sur un camion à plateau, m'a apporté un niveau de satisfaction profonde et silencieuse que je ne peux même pas commencer à décrire. Mais au milieu du chaos, des manœuvres juridiques et des ponts brûlés, quelque chose d'incroyablement inattendu et de profondément curatif s'est produit. J'étais assis dans mon appartement un vendredi soir tranquille, sirotant un verre de bourbon, lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, supposant que c'était juste un autre parent éloigné en colère essayant de me faire culpabiliser, mais quelque chose dans mon instinct m'a dit de décrocher. Allô, Harrison. Une voix grave et rauque a dit. Il m'a fallu un moment pour reconnaître le ton. C'était mon oncle, Victor. Victor était le frère aîné de mon père. Un homme discret, stoïque et travailleur qui assistait rarement aux rassemblements familiaux extravagants et restait toujours strictement à l'écart. Oncle Victor, ai-je demandé, me redressant légèrement, sur le qui-vive. Si tu appelles pour me crier dessus à propos du post Facebook ou pour me dire de m'excuser auprès de papa. J'appelle pour te dire que tu as fait exactement ce qu'il fallait, fiston, m'a-t-il interrompu fermement, sa voix étonnamment douce et pleine de résolution. J'ai vu ton post. J'ai vu le titre de propriété. J'ai vu les relevés bancaires. J'ai tout vu. J'étais complètement abasourdi et silencieux.
J'ai regardé Richard et Sylvia te traiter comme un citoyen de seconde zone depuis que tu es petit garçon, a poursuivi Victor, une tristesse lourde et profonde résonnant dans son ton. Je les ai regardés jeter tout leur argent, tous leurs éloges et toute leur attention sur Julian et te laisser te débrouiller seul. J'ai toujours su que c'était mal, Harrison. Mais j'ai gardé le silence pour préserver la paix dans la famille. C'était ma lâcheté. C'était mon erreur. Mais je veux que tu saches, nous avons tous été au courant de la manipulation de tes parents pendant des années. Personne n'a eu le courage de le dire à voix haute. Tu as une famille ici qui se soucie vraiment de toi, Harrison. Je suis incroyablement fier de toi d'avoir enfin tenu tête. Entendre ces mots spécifiques, entendre un aîné de ma famille valider ma réalité, confirmer strictement ma santé mentale et exprimer une fierté sincère et inconditionnelle envers moi a brisé un énorme barrage invisible à l'intérieur de ma poitrine. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar épuisant, j'ai réellement pleuré. Je suis resté assis seul sur mon canapé, pressant fort le téléphone contre mon oreille, et j'ai laissé les larmes couler librement. Ma mère m'avait toujours dit que la famille était censée vous soutenir. Mais jusqu'à ce moment exact, je n'avais pas réalisé à quel point j'avais réellement du soutien de la part de personnes qui comptaient vraiment, en dehors de la bulle toxique et suffocante que mes parents avaient si soigneusement créée. 6 mois se sont écoulés depuis la grande explosion qui a rasé la dynamique de ma famille. La transformation de ma vie quotidienne a été tout simplement miraculeuse. J'ai travaillé en très étroite collaboration avec mon avocat, Monsieur Henderson, pour établir des limites à toute épreuve et juridiquement contraignante. Mes parents ont vite réalisé qu'ils ne pouvaient pas se permettre le loyer du marché pour la grande maison de banlieue avec leurs revenus fixes. Ils ont été contraints de faire leur carton, de réduire considérablement leur train de vie et de déménager dans un appartement de 2 chambres beaucoup plus petit et nettement moins glamour de l'autre côté de la ville. J'ai immédiatement vendu la maison, prenant l'énorme plus-value que j'avais réalisée et la réinvestissant audacieusement dans mon propre portefeuille de retraite. Quant à Julian, sans mon argent pour blanchir discrètement ses dettes, tout son château de cartes s'est effondré de manière spectaculaire. Ses créanciers agressifs se sont manifestés. Son ex-femme a découvert son jeu illicite par oui-dire. Et il se bat actuellement dans une bataille de garde brutale et perdue d'avance tout en vivant dans un motel bon marché. Il a essayé de m'appeler une fois. Je n'ai même pas laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Moi, d'un autre côté, je suis actuellement assis sur le balcon privé d'un magnifique et tranquille complexe écologique au Costa Rica. Je suis ici entièrement seul, et ce sont sans aucun doute les vacances les plus paisibles et les plus réparatrices de toute ma vie. Personne ne me demande agressivement de surclasser sa chambre. Personne ne facture des bouteilles de vin à $1000 sur ma note ouverte. Personne ne m'appelle une vache à lait dans mon dos. Il n'y a que moi, la brise chaude de l'océan, une tasse de café incroyable et un sentiment de liberté profond et inébranlable. J'avais l'habitude de penser que couper les ponts avec ma famille me laisserait complètement vide. Que je serais un orphelin errant dans le monde sans attache. Mais j'ai réalisé à travers ce processus angoissant que couper les branches mortes et pourries est le seul moyen absolu de permettre à l'arbre de vraiment grandir et de prospérer. Je ne suis plus une vache à lait. Je suis un homme qui connaît sa valeur profonde, respecte ses propres limites strictes et refuse absolument de s'excuser pour son succès durement gagné. Parfois, le plus grand et le plus profond acte d'amour-propre que vous puissiez jamais accomplir est de vous éloigner des personnes qui partagent votre sang et de marcher directement vers les personnes qui respectent votre âme. Avez-vous déjà été confronté à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne dure et intransigeante avec des personnes qui profitaient impitoyablement de votre succès et de votre gentillesse? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage. Merci de m'avoir écouté.